Les microbes, minuscules et dangereux, ils contaminent les endroits les plus sales. Mais ce sont aussi des alliés qui font partie de nous. C'est même dans nos excréments qu'on trouve leurs principaux représentants, les bactéries intestinales. On est totalement dépendant de ces bactéries. Sans son microbiote, l'être humain ne survivrait pas. Dans et sur le corps d'un seul adulte vivent plus de micro-organismes qu'il y a d'humains sur la planète. Et même 3750 fois plus. Notre microbiote est très varié, complexe et spécifique à chacun. Et il est lié au microbiote du monde extérieur. La bonne santé de nos colocataires invisibles dépendrait de tout le monde vivant qui nous entoure. Alors si les conditions de vie sur Terre se dégradent, quel est l'impact sur notre microbiote et par conséquent sur nous-mêmes ? Ah, qu'il est mignon! Je vous présente Bifidobacterium, qui facilite la digestion du lait maternel. Il le transforme en vitamines, hormones et acides gras à chaîne courte. La plupart de ces organismes ont une forme de bâtonnet, de petites saucisses ou de ballons. Notre corps abrite près de 30 billions de ces minuscules saucisses, ballons et bâtonnets. En termes plus scientifiques, des bactéries, virus, champignons et algues. On découvre chaque jour de nouvelles bactéries. Moi-même, j'ai découvert et caractérisé plusieurs d'entre elles, dont une que j'ai nommée en l'honneur de Bâle, ma ville, Mycobacterium basiliense. Si les bactéries sont si nombreuses, comment trouver le temps de toutes les étudier ? Il est possible que certaines espèces de bactéries soient déjà éteintes. C'est embêtant. Que faire si une foule de microbes disparaît alors qu'ils sont importants pour notre santé et qu'on ne sait encore rien d'eux ? La solution se trouve peut-être dans cette banque suisse, qui ne renferme pas d'argent. Notre coffre-fort contient des communautés microbiennes, plus exactement des échantillons congelés de matière fécale provenant du monde entier. On a déjà réuni plus de 2000 échantillons. Un trésor inestimable, qui n'est pas tant la matière fécale elle-même que les nombreuses bactéries qu'elle contient. À lui seul, notre système digestif héberge jusqu'à 2 kg de micro-organismes. Des microbes hyperactifs et surtout hyper utiles. Comme au sein de notre société, ils se partagent les tâches à effectuer afin que leur hôte, c'est-à-dire nous, continue de fonctionner. Ils produisent des vitamines, facilitent la digestion, influencent le métabolisme, renforcent le système immunitaire et combattent les agents pathogènes. Ces populations de microbes ne peuplent pas que l'intestin, mais aussi le nez, la bouche, le vagin, les poumons et la peau. Elles ont un point commun. Ce sont des communautés dynamiques et ouvertes. C'est là que les choses se compliquent. Car elles sont soumises au changement du milieu où elles vivent. Voilà pourquoi aucun microbiote ne ressemble à un autre. Nous avons tous des habitudes de vie différentes. Les microbes qui nous entourent vont constituer et faire évoluer notre microbiote personnel. L'écosystème extérieur est essentiel pour nous, puisqu'il est le réservoir de tous les micro-organismes. Si on ne trouve plus certains microbes dans notre entourage, on ne pourra pas les recruter. Si notre milieu de vie est déterminant, alors le microbiote d'un citadin doit être très différent de celui d'un campagnard. Du point de vue des microbes, où fait-il bon vivre ? La biodiversité bactérienne va encore s'appauvrir dans les années à venir, parce que l'humanité change. D'ici 2050, près des 2/3 de la population humaine vivra en ville. Cela implique forcément un changement des modes de vie. Et donc un changement du microbiote au niveau mondial. Le trésor fécal est là pour préserver ce que l'humanité risque de perdre. Mais pourquoi les Suisses ont-ils été choisis pour être les gardiens de la galaxie microbienne ?
Il s'agit d'avoir une sorte de réserve naturelle pour les échantillons de sel. Or, c'est une mission qui demande une certaine stabilité politique, mais aussi des ressources et des infrastructures. Peut-être qu'un jour, on déterminera l'importance de l'une ou l'autre bactérie disparue, et celle-ci aura été préservée dans nos congélateurs. Avec à la clé une possible réintroduction dans son milieu naturel. Voilà qui rappelle étrangement l'arche de Noé. À son bord, les places étaient limitées. Et les bactéries, faut-il absolument toutes les garder? Derrière moi, vous voyez des photos prises au microscope avec un grossissement de 50 000 fois. De ce côté, c'est Streptococcus pneumoniae, qui peut déclencher de graves pneumonies. En particulier quand elle est la seule bactérie présente dans les poumons. C'est là qu'elle est dangereuse. De l'autre côté, on voit la grande variété des bactéries intestinales, qui forment une immense communauté. Il y a des bâtonnets allongés, des sphères, des bactéries qui assurent une saine diversité. De quoi rappeler là encore une société qui n'a pas seulement besoin des muscles de quelques guerriers, mais des bras de tous ses habitants. Attention, 1, 2, 3. Lactobacillus lactis, ou Acinetobacter luofi, ou Bacteroidetes longum longum. Une grande diversité est bénéfique à notre organisme et notre système immunitaire. Dans beaucoup de maladies chroniques, on observe une baisse de cette diversité. Chez les asthmatiques, on le constate dans les voies respiratoires, mais aussi dans l'intestin. Les gens souffrant d'allergies alimentaires ont une diversité amoindrie dans l'intestin. Pour ceux atteints de dermatite atopique, c'est sur la peau. Or, une biodiversité riche est nécessaire à la création de réseaux complexes au sein du microbiote, auxquels participent des centaines de types de microbes. Un peu comme sur un chantier, il faut des ouvriers spécialisés si on veut construire un bâtiment solide. Que se passe-t-il si certains spécialistes manquent à l'appel ? La plupart des gens sentent tout de suite quand il y a un problème avec leur microbiote. Les bactéries qui vivent sur notre peau influencent fortement notre odeur corporelle. Elles aident aussi à nous défendre contre d'autres bactéries et jouent donc un rôle protecteur. En l'absence de certains spécialistes, leur travail au sein du réseau n'est pas assuré et tout l'équilibre microbien risque de s'effondrer. On a tendance à oublier son existence, alors qu'il joue un rôle majeur. Grâce à son microbiote, l'intestin est le principal producteur de sérotonine, ce qui influence notre humeur. Notre humeur ? Et nous qui pensions que tout se décidait dans le cerveau, pas dans les recoins de notre tube digestif. Peut-on dire que notre organisme n'est pas un, mais plusieurs ? Quel pouvoir toutes ces bactéries ont-elles sur nous ? C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. On est en train d'essayer de décrypter son langage et son fonctionnement. Une autoroute d'informations biochimiques, du ventre à la tête et vice-versa. Elle est empruntée par les métabolites, de petites molécules produites par les bactéries et qui se propagent via les cellules nerveuses ou la circulation sanguine. On estime que 30% des métabolites dans notre sang sont d'origine microbienne. Reste un problème. Même si l'arche de Noé suisse sauve les bactéries de l'extinction, comment les chercheurs peuvent-ils savoir quelles fonctions elles occupent dans un organisme s'ils les étudient hors de cet organisme ? La recherche sur le microbiote a fait un bond en avant grâce au séquençage. La génomique a permis de caractériser en détail les bactéries, d'appréhender toute leur diversité et de comprendre ce qu'elles sont capables de faire. Leur immense variété génétique permet aux microbes d'accomplir toutes sortes de tâches dans notre corps. Ça a repoussé les limites de la recherche. C'était incroyable de faire toutes ces découvertes, l'abondance de bactéries, leur diversité. Pour la première fois, on a pu identifier tous les microbes présents. Afin d'élucider les mystères de ce monde microscopique, le projet Microbiote humain a été lancé en 2007. Il a permis de découvrir 10 000 types de bactéries associées à l'humain et inconnues jusque-là.
C'est très utile pour nous de comprendre comment ces microbes maintiennent un équilibre entre eux, mais aussi avec nous. Il faut aussi comprendre ce qui se passe quand cet équilibre est rompu, puisque c'est là qu'on devient vulnérable à différentes maladies ou troubles. Quelle communauté de microbes nous rend malades? Ou, pour rester positif, laquelle nous maintient en bonne santé? Peut-on modifier notre microbiote en y ajoutant simplement certains microbes? L'expérience a été tentée sur des souris élevées en conditions stériles. On leur a administré des sels renfermant le microbiote de souris en surpoids. Elles sont alors devenues obèses. Puis, en leur transférant le microbiote de souris fines, elles ont retrouvé un poids normal. On peut le faire en cas d'asthme ou d'allergie. On dispose de formidables outils d'investigation qui montrent que notre microbiote n'intervient pas juste sur des phénomènes à la marge, mais qu'il joue un rôle fonctionnel et causal dans la régulation des maladies. La dépression et le cancer aussi ont un lien avec notre signature microbienne unique. Mais quelle est la cause et quelle est la conséquence? Un microbiote déséquilibré est-il l'élément déclencheur d'une maladie ou bien son symptôme? Pour le déterminer, on étudie une maladie, par exemple l'asthme, ainsi que le microbiote du malade. On sait que l'asthme est associé à un recul de la diversité bactérienne, à un éventail de germes différents. Or, cet appauvrissement de la biodiversité microbienne s'observe avant même l'apparition de la maladie. Si on tombe malade à cause d'un déséquilibre du microbiote, lui-même appauvri par l'environnement dans lequel on vit, peut-on en conclure que c'est notre environnement qui nous rend malades? Quand on observe des peuples indigènes et qu'on compare la biodiversité de leur microbiote intestinal avec celle d'habitants de New York, par exemple, on constate d'énormes différences. On suppose que l'appauvrissement du microbiote est lié à l'urbanisation. Nos microbes ne seraient pas adaptés à la civilisation moderne et regretteraient le bon vieux temps? On a peu de moyens de reconstituer le microbiote préhistorique. Il y a les excréments fossilisés, mais l'une des meilleures sources s'avère être le tartre dentaire. Voici une photo prise au microscope. On y voit des cellules microbiennes individuelles et on peut tester différentes zones pour comprendre leur évolution au fil du temps. Le microbiote issu des vestiges archéologiques et même jusqu'au 19e siècle a de très fortes ressemblances avec celui des chasseurs-cueilleurs et des sociétés traditionnelles d'aujourd'hui. Qu'en disent les scientifiques de la Banque mondiale du microbiote? Chez les peuples indigènes, on compte 700 à 800 différentes espèces de bactéries. Chez un occidental, c'est environ la moitié, 300 à 400. La raison principale à cela, les bactéries elles-mêmes se livrent une compétition féroce. Elles se battent pour survivre, pour coloniser un milieu et ses ressources. Et notre alimentation a changé. On ne mangeait pas de burgers il y a un siècle. Je me souviens que ma grand-mère achetait ses fruits et légumes exclusivement chez le fermier d'à côté. Notre microbiote intestinal dépend de notre alimentation. Ce qu'on mange, nos bactéries le mangent aussi. Et elles raffolent des fibres, qu'on trouve dans les fruits et légumes, les fruits à coque et les céréales complètes. L'OMS recommande de consommer au moins 25 grammes de fibres par jour, mais la plupart des Européens en sont loin. Une alimentation riche en fibres contient beaucoup de glucides complexes. L'organisme humain ne peut pas les assimiler tels quels, mais certains micro-organismes dans notre intestin s'en nourrissent et les transforment en acides gras à chaîne courte. De petites molécules qui sont comme de l'huile dans les rouages de notre système immunitaire. Ces bactéries adorent les aliments complets et complexes. Toutes les fibres, qu'elles soient solubles ou pas, la pectine, les composés végétaux qu'on ne digère pas très bien, tous ces éléments sont absents des aliments industriels transformés, alors qu'ils sont essentiels pour entretenir la diversité de notre microbiote. Si ces bactéries avides de fibres reçoivent trop peu à manger, elles ont faim et se mettent à grignoter la muqueuse intestinale protectrice. Celle-ci devient poreuse, les bactéries passent dans les tissus
et peuvent provoquer des maladies inflammatoires. Notre façon de vivre, de nous nourrir, ce qu'on fait et l'environnement dans lequel on a grandi, tout cela a une influence directe sur notre microbiote. Avant de pouvoir se rendre indispensables, les micro-organismes doivent arriver dans notre corps et coloniser nos tissus. Comment font-ils? Les 3 premières années de vie semblent décisives, car pendant la grossesse, il n'y a pas de microbes dans l'utérus. On rencontre nos premiers colocataires à la naissance, et plutôt quand on naît par voie basse que par césarienne. Les frères et sœurs aussi ramènent des microbes. Un seul baiser transmet des milliers d'entre eux. Une fois notre microbiote de base établi, il va évoluer, se développer et se stabiliser au fil des années. Un peu comme des cartes à collectionner. Et si notre collection de microbes est moins fournie qu'autrefois, comment identifier quelles cartes ont déjà disparu de la pioche? Dans nos analyses d'excréments fossiles, on retrouvait sans cesse la bactérie Treponema succinifasciens. On pensait à une erreur. Elle ne devait pas faire partie du microbiote intestinal humain, puisqu'on ne l'avait encore jamais identifiée chez les populations étudiées jusque-là, toutes issues de pays industrialisés. Puis on a étudié le microbiote de chasseurs-cueilleurs, de peuples qui vivent de façon plus traditionnelle, et tous hébergeaient cette bactérie. Une bactérie intestinale très utile à la digestion et un exemple parmi d'autres des nombreuses bactéries menacées de disparition par notre mode de vie. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, toute la planète est sans dessus-dessous. Le monde des microbes dépend des limites planétaires. Et on constate que la pire menace pour la santé de notre planète n'est pas le changement climatique. En réalité, ce sont les substances chimiques, notamment les trop nombreux pesticides. Car les pesticides doivent leur action destructrice à leur influence directe sur le microbiote de la plante traitée. Le microbiote de la pomme compte 100 millions de bactéries, que l'humain ingère aussi quand il mange une pomme. Mais selon que celle-ci a poussé dans un verger bio ou conventionnel, il s'agit de bactéries très différentes. La culture sélective a modifié près de la moitié du microbiote de la pomme. Une pomme industrielle contient autant de micro-organismes que n'importe quelle autre pomme, mais leur diversité est réduite de moitié. Quand on la mange, on n'ingère que ce petit nombre de bactéries. Un autre exemple intéressant sont les crucifères, les choux. Autrefois, les choux étaient très amers à cause de leur glucosinolate, des substances qu'ils produisent pour repousser certains champignons ou insectes. Quand on mange du chou, les bactéries intestinales dégradent ces glucosinolates en différentes molécules. Et certaines ont un effet préventif sur le cancer colorectal. Mais la culture sélective a supprimé ces glucosinolates, car la plupart des gens n'aimaient pas leur amertume. Le goût a primé sur la diversité microbienne. Résultat, les choux sont plus vulnérables face aux nuisibles, donc nécessitent plus de traitements, qui appauvrissent encore un peu plus le microbiote. Un vrai cercle vicieux. Avant consommation, les fruits et légumes sont lavés, parfois même stérilisés. Il n'y a plus aucune trace de terre dessus, et donc aussi moins de microbes. Faudrait-il plus de saleté dans nos vies ? C'est ce qu'a montré une excellente étude menée par des chercheurs finlandais. Dans un jardin d'enfants, l'espace extérieur a été végétalisé et enrichi de terre et de tourbes riches en micro-organismes. Dans un autre jardin d'enfants, on a simplement utilisé une tourbe placebo. Les enfants devaient jouer dehors 2 fois par jour, pendant 20 minutes, sur une période de 2 semaines. En parallèle, ils mangeaient les mêmes repas et occupaient leur temps libre de la même façon. Résultat, chez les enfants qui avaient joué dans le milieu enrichi, les chercheurs ont trouvé 10 fois plus d'une protéine qui améliore la tolérance à l'environnement et donc renforce le système immunitaire.
Une autre étude s'est intéressée aux espaces intérieurs, du cabanon de jardin aux unités de soins intensifs, et a permis une découverte intéressante. Dans l'unité de soins intensifs, où les nettoyages sont fréquents, il restait de nombreux germes. Mais il s'agissait surtout d'espèces pathogènes et présentant une résistance aux antimicrobiens, parce que ces espèces étaient les seules à survivre. Donc, en fait, l'action humaine a réduit la diversité microbienne et a permis à d'autres souches de coloniser ce milieu. La stérilisation consiste effectivement en la destruction des germes microbiens. Plus un milieu est stérile, moins on y trouve de microbes et moins ils sont variés. Pratique, mais problématique. Le dilemme, c'est que d'une part, l'amélioration des conditions d'hygiène, notamment en médecine, a contribué à réduire la mortalité au cours du siècle dernier, mais d'autre part, notre microbiote est appauvri par le monde moderne. Peut-on se reconstituer un microbiote riche et varié ? On peut stimuler la diversité microbienne de sa maison ou de son appartement en ayant des animaux domestiques, des plantes d'intérieur, en ouvrant les fenêtres et en vivant dans un endroit avec le plus d'arbres possible. Il existe d'ailleurs une règle qui dit qu'il faudrait voir au moins 3 arbres depuis chez soi. Chaque microbiote vit de sa relation symbiotique avec son hôte, grâce à ce qu'il touche et ce qu'il mange. Et vice-versa. Un échange auquel personne ne peut échapper. Embrasser quelqu'un est sain, dans la mesure où ça favorise la biodiversité. Sachant qu'un baiser transmet 60 millions de bactéries, il faut bien choisir qui on embrasse. Il faut faire tout aussi attention aux médicaments qu'on prend. Beaucoup de gens ignorent que les antibiotiques sont pour ainsi dire des molécules messagères. Ce sont des microbes qui disent aux autres microbes « fichez le camp ». Quand on a une infection, les antibiotiques peuvent être très efficaces. Mais des doses élevées d'antibiotiques, surtout ceux à large spectre, peuvent avoir des effets marqués et durables sur notre microbiote. S'ils sont administrés dès la petite enfance en particulier, ils peuvent avoir des conséquences à vie. Prenons l'exemple de la bactérie Clostridioides difficile. Elle est naturellement présente dans notre intestin, mais s'est fortement diffusée avec l'arrivée des antibiotiques, parce qu'elle est résistante et occupe la niche des germes détruits. Elle peut provoquer une infection avec diarrhée sévère et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Peut-on soigner ce déséquilibre en réinstillant les microbes manquants ? L'exemple le plus probant, c'est la transplantation fécale. C'est une méthode connue depuis des siècles, dont il est fait mention pour la première fois en Chine. Elle consiste à extraire le microbiote des selles d'un donneur sain et ensuite de l'administrer au malade. Le remède pour retrouver un microbiote sain et donc la santé serait la greffe de caca ? Il faut d'abord définir quelle est la composition optimale de germes dans des selles saines. C'est à la recherche fondamentale de s'y intéresser et de définir ce qu'on pourrait considérer comme des selles modèles. Certains malades ne veulent pas attendre, si on en croit les nombreux conseils échangés sur des forums en ligne. Comme cette vidéo qui explique en détail comment préparer des selles fraîches en vue d'une transplantation fécale faite maison. Les maladies inflammatoires de l'intestin sont très invalidantes. La plus forte diversité microbienne a été relevée chez les chasseurs de Tanzanie. Et depuis, une véritable filière touristique s'est mise en place jusque là-bas pour aller profiter, en quelque sorte, des selles de ces tribus nomades. On peut tout de même espérer qu'on trouvera une autre solution à l'extinction massive des microbes qu'aller subtiliser des échantillons de sel dans des pays lointains. La première étape serait de ne plus ignorer notre microbiote, comme on l'a fait jusqu'à présent. Car sa survie dépend d'un environnement intact. Les changements qu'on inflige à notre planète
se répercute aussi sur la vie qu'on porte en nous. Il faut voir la diversité de notre microbiote comme une assurance maladie pour notre propre santé. Une assurance maladie à laquelle nous devrions tous cotiser. Car la bonne nouvelle, c'est qu'à la différence de notre génome, on peut modifier notre microbiote avec nos habitudes de vie. À nous d'ajouter des microbes à notre menu. Un peu de saleté, des aliments fermentés, des fibres. Et surtout, sortir de notre bulle stérile pour aller se frotter au vaste monde.